Bonjour à vous et merci de nous suivre encore dans cette exploration vocale. Et aujourd'hui, d'abord, je vais te dire bonjour à Fred. Salut. Hein, Bonjour. toujours présent, toujours oui. à l'appel. Oui, toujours là pour apprendre. Super. Donc, on va continuer à se plonger, Fred, dans notre exploration vocale. Et aujourd'hui, bien, on reçoit Madame Rachel Bouvet, qui est professeure au département d'études littéraires et géopoétiques à l'UQAM. Géopoétique. Et oui, et C'est non un pas beau nom. géopolitique. Non, c'est ça, c'est pas loin. Là. Non, non. Madame Bouvet est avec nous aujourd'hui parce qu'elle représente en fait je pourrais dire, les défis de la voix. Hein? Je vais la laisser présenter un peu son parcours, mais elle représente les défis de la voix car elle a dû surpasser une condition vocale avec laquelle elle va nous présenter. Et en fait, on va pouvoir parler de c'est quoi ça représente justement ces défis-là dans une société qu'on disait inclusive par rapport à la voix. Hein? On disait qu'on acceptait les différents types de voix. Mais jusqu'où? Ben, ça va être pas mal notre question aujourd'hui. Jusqu'où on accepte? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on est ouvert à faire en tant que société pour contrecarrer ces défis-là que peut nous apporter notre merveilleux appareil vocal? Une belle phrase. Ah, donc, je vous laisse nous présenter un petit peu, Madame Bouvet. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre voix? Alors, j'ai perdu la voix pendant 6 mois à peu près. Donc, ça a été le silence complet pendant 6 mois, suite à une opération de la thyroïde. Le chirurgien a un peu coupé, on va dire, le nerf de la corde vocale en retirant une partie de la glande thyroïde. Et donc, après l'opération, il y a souvent un petit moment où la personne perd la voix parce que le nerf se refait, etc. Donc, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Mais après quelques semaines, il est devenu évident que la paralysie était complète. Donc, il y a une corde vocale qui est paralysée. Ce qui fait que, c'est ça, je ne savais pas si j'allais pouvoir reparler un jour, ce qui est assez angoissant. Ça, c'est le cauchemar. C'est vraiment le cauchemar, en plus, quand on est professeur, parce qu'on se définit quand même beaucoup par le biais de la voix, comme un animateur Oui, aussi, oui, c'est la pire. tous ceux qui travaillent avec la voix. Et donc, je remercie énormément l'orthophoniste qui m'a suivie pendant toutes les années après, parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu recommencer à parler. Mais j'ai dû réapprendre à parler. Et c'est un peu particulier parce que, en fait, on parle naturellement. Quand l'enfant naît, il parle. Donc, il n'y a pas besoin d'apprendre. Mais quand on perd la voix et qu'on n'a plus qu'une seule corde vocale, c'est un peu comme si c'était un nouvel instrument qu'on avait et qu'il fallait apprendre à en jouer, comme on apprend à jouer d'un instrument. Donc, il faut apprendre à placer l'air, à aller chercher l'air, faut comprendre le larynx. Enfin, il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puis là, je la perds un petit peu parce que je me rappelle toute cette période. Oh. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les émotions sont directement liées à la voix. Je me souviens au tout début, quand j'ai commencé à récupérer un petit peu la voix, les émotions, dès que j'avais une émotion, je n'avais plus du tout de voix. Je n'étais plus capable de parler du tout. Donc, c'est ça, la gorge se serre. Et ça m'a amené à dire que le siège des émotions, ce n'est pas le cœur. On dit toujours que c'est le cœur, le siège des émotions. C'est la gorge. Toutes les émotions se trouvent prises dans la gorge. Donc voilà, ça m'a amené à plein de réflexions sur la question. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans une vie. Tu vas là parce que tu as un problème avec, c'est la glande thyroïde. Est-ce que c'est des accidents? Là, j'ai plein de questions. Là. Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est prévisible, ce genre d'accident-là? C'est une complication suite à une opération. Puis il n'y a pas moyen de reconnexion? Non. C'est coupé, c'est fini. Donc, c'est fini. Est-ce que vous aviez la même voix? Non. Non, c'est ça. C'est-tu moins fort? Parce que moi, j'imagine, tu as deux cordes vocales, ça sonne, c'est une corde qui vibre. Bon, puis en perds une, ça fait descendre le volume un petit peu, mais ça change aussi le timbre, le ton. Non, c'est qu'une corde vocale toute seule qui a été habituée à travailler avec une autre, si elle est toute seule, qu'on ne fait rien, elle ne peut rien faire. Il n'y a pas de son qui sort. C'est pour ça que je disais que j'ai été
C'est du apprendre- stéréo, là. Il faut apprendre à l'autre corde vocale à travailler plus fort, OK. 2 fois plus fort, je pense. À peu près, oui. près. Ben, on peut l'expliquer Enfin, comme ça. ouais. En fait, On peut l'expliquer. Oui, on peut expliquer que c'est, dans le fond, la corde vocale qui est saine, celle qui est bonne, c'est elle qui fait le travail. Fait qu'il faut qu'elle fasse le travail pour les 2 cordes vocales. Déjà, de savoir qu'on a 2 cordes vocales qui vibrent, Ouais. c'était une belle explication. Oui, à la base. Oui, Puis, c'est ça. Je vois ça en stéréo, puis je me suis dit, bon, OK, il y en a une qui... Non, ça se mais, complète naturellement. Puis, as-tu les basses, tu perds-tu, ou je sais pas, les basses fréquences, les hautes fréquences au début, ou c'est... Non, quand tu dis ça change c'est complètement. rien du tout au début. C'est Rien, zéro. zéro. C'est le OK. silence total. Quand tu reprends comme C'est un aucun bébé. son. Ah, wow. Non, parce que le bébé, il a du son. Ouais. Le bébé, il est capable de parler. Il est capable d'émettre des sons. Il a une voix. Ouais. Quand on a ce que j'ai eu à ce moment-là, il n'y a aucune voix qui sort. Donc, Il y a est-ce qu'il y a l'apprentissage de tous les mots, comme tu disais? Non, ce n'est pas les mots. Mais la c'est caisse les de sons. résonance. C'est les OK, sons. par exemple. Donc, il faut apprendre, je ne sais pas, le I est beaucoup plus facile que le A. Le A, c'est à la fin. Ah, On parce qu'il y a- comprend. Ouais, c'est une Donc- autre disposition des cordes vocales. C'est des cris. Au début, on apprend à faire comme des sons, un peu comme les animaux. Et puis, tranquillement, on ajoute des syllabes, on ajoute des phrases, on ajoute des hauteurs aussi, parce que c'est beaucoup plus difficile d'aller en haut Ouais. ou aller très bas aussi. Ouais. Donc, il y a toutes sortes de choses à apprendre. Et c'est comme de découvrir un nouvel univers, en fait. Ben en fait, c'est pas comme, c'est complètement ça. Parce que c'est plus... Madame Bouvet, vous pouvez plus travailler avec le même... La seule chose qui n'a pas changé, c'est la source, c'est la respiration. Mais encore là, la respiration, elle change parce que juste au-dessus de nos poumons puis de notre trachée, c'est nos cordes vocales. Donc, ça a un impact. Fait que c'est vraiment... C'est même pas de... C'est de découvrir tout un nouvel instrument. C'est vraiment Voilà, ça que vous c'est avez ça. dit tantôt. Mhm. Puis, comme on a dit, ben, c'est d'apprendre à la corde vocale qui est saine, de bien venir travailler. Donc, c'est de la guider dans ce renforcement-là. C'est comme un joueur de tennis qui apprend très fort à faire des coups d'un côté. Je ne sais Puis pas là, comment là, on appelle ça. Je ne suis pas une joueuse de T'es tennis. gaucher, t'es droitier. T'es gaucher, au t'es hockey, droitier. Fait que, tu sais, aussi. les joueurs de tennis, moi, je donne souvent cette comparaison-là. Les joueurs de tennis, quand on les regarde, leur bras qui est Le dominant, bras. Ouais. ils ont vraiment les grosses épaules, les gros biceps. Ben c'est ça qu'on fait, mais avec la corde vocale, parce qu'on veut que cette OK. corde vocale-là soit dominante, parce que c'est celle qui fonctionne. C'est sur celle-là qu'on peut se fier. Donc, est-ce qu'on a les mêmes capacités? Ben ça dépend de plein de facteurs, mais bien souvent, tu sais, c'est qu'on apprend un nouvel instrument complètement sur Combien ça prend combien de temps, ce rétablissement-là d'un outil de performance? Là? C'est jamais fini. OK. Ça fait combien de temps, l'exemple? Ça m'a pris quand même pour être capable d'enseigner, par exemple. Ça a pris quand même, je ne sais pas, 1 année là, pour être capable. Mais j'ai dû rentrer en classe après 6 mois. Là. J'avais seulement un congé de 6 mois. Puis... Donc j'ai dû rentrer en classe sans pouvoir parler. Mais après, ça prend peut-être, je ne sais pas, 2-3 ans avant de pouvoir, disons, se débrouiller, quoi, à parler. Mais encore maintenant, ça prend des périodes où c'est plus faible. C'est très fragile, une voix. Oui, effectivement. On n'en parle pas assez. C'est dans les très- sens là, de communication. C'est ça. Et puis, on parlait tout à l'heure des moments de stress. Oui. Moi aussi, je donne des conférences, par exemple, en plus où il y a 100 personnes. Tout ce qui a rapport à la voix, vous le faites. Mais je dois Les me préparer comme un chanteur se prépare. Ouais. Moi, je dois me préparer juste pour être capable d'avoir une voix. Et puis, j'ai un micro, j'ai tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas qu'il y ait de froid avant. Enfin, il y a toutes sortes de petites choses C'est comme encore ça. plus C'est fragile. fragile. Et c'est précieux. Parce qu'en fait, c'est seulement quand on perd quelque chose qu'on réalise C'est comme la santé en l'importance. général. Oui, Voilà, c'est c'est ça. tu ne te rends pas compte, on ne fait Et pas assez puis, attention. et puis aussi, toutes les subtilités de la voix. Bon, et c'était- L'air, Ben, les l'émotion, poumons, est-ce que- l'émotion, là, l'identité aussi. Parce que, dans d'autres capsules, on parle d'émotion, mais moi, c'est juste l'émotion de... fâché, là, vous criez pas, là.
Non. Pas, non, c'est ça. Quand vous êtes fâché, je suis fâché. Est-ce que c'est, tu sais, y a-t-il des zones d'émotion où on peut plus aller lorsqu'on perd une corde ou qu'on perd cet outil-là qui était Ouais, aiguillé? c'est intéressant comme question. Moi, j'ai en fait utilisé un autre médium, on va dire. OK. Quand je ne pouvais pas parler, j'ai écrit. Oui. Et donc, c'est là que j'ai pu exprimer quand même un grand nombre d'émotions. Et je continue à le faire parce qu'effectivement, on n'est plus tout à fait sur le même registre. L'émotion, on ne peut pas la véhiculer comme on le faisait avant. Ouais. Alors, une chance, mes enfants sont grands. Oh, ils ne se font plus Et crier même, après. Anyway, là, ils sont partis. Il y a ils sont 12 plus ans, là. OK. déjà il y a 12 ans, ils étaient grands, je n'avais pas besoin OK. de crier. Mais tout est changé. C'est vraiment, il faut se reconstruire. Et on parlait d'identité aussi tout à l'heure avec la mue et tout ça. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut réapprendre à vivre. Parce que la voix, c'est aussi l'instrument qui nous relie aux autres. Mhm. Quand on est sans voix, quand on ne peut plus du tout s'exprimer, ben on est coupé du monde. Enfin, j'imagine, vous aussi, il y a quand même un certain nombre de personnes qui se définissent par rapport à leur voix. Oui. Moi, c'était qu'est-ce que je fais dans la vie si je ne peux pas enseigner? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Qu'est-ce que je vais faire si je ne peux plus être en contact avec Ce que vous tout le aimez monde plus. autour de moi? Alors, je suis partie à un certain moment en forêt parce que là, au moins, le silence était partout. Parler avec les arbres, ça ne prend pas beaucoup de voix. Tu as juste à leur toucher. C'est ça, peux on ne parle pas. Non, mais c'est le contact avec la Mais nature. C'est voilà, donc très c'est sain. un autre rapport au monde aussi qu'on découvre quand on perd la voix. Ouais. C'est assez... Puis, est-ce que vous dramatique. diriez que le fait d'être enseignante, ça vous a amené des défis supplémentaires? Ou... Ben, parce que là, tu sais, c'est très au cœur, là, vous en parlez par rapport au cœur de votre identité, par rapport à, tu sais, votre recherche de vous-même. Mais est-ce que vous croyez que ça vous a apporté des défis supplémentaires parce que vous vouliez continuer à être enseignante à C'est un travers challenge tout? encore plus qu'un oui. obstacle. C'est comme... Oui, oui, Wow, absolument. c'est oui. stimulant aussi en même temps. Oui, il faut le voir comme ça. Ouais. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, de toute façon, je veux continuer à enseigner. Et puis, je veux récupérer une façon de m'exprimer, une voix. Ouais. Même si ce n'est pas une bonne voix, comme vous disiez tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit que c'est une bonne voix, c'est une autre sorte de voix. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à mettre au point des stratégies pédagogiques différentes. Moi, j'ai été élevée dans un contexte assez traditionnel d'enseignement où c'est la voix du professeur, de la professeure qui prend toute la place finalement, et puis les étudiants écoutent. Alors, je me suis dit, non, je vais plutôt, puisque je n'ai pas suffisamment de voix pour 3 heures, c'est énorme, 3 heures. D'ailleurs, après 1 heure, en général, ma voix s'arrête, ou presque. Bon. Et puis, je me suis dit, je vais essayer de trouver des stratégies qui vont mettre davantage les étudiants en scène, en interaction. Okay. C'est-à-dire que je les fais beaucoup plus parler. Oui. C'est eux qui... Je partage la voix avec eux. Et puis, j'ai aussi appris, j'ai appelé ça à tisser les voix. Donc, c'est aussi un livre que j'ai écrit, ça s'appelle « Tisser les voix ». Donc, un peu plus comme un chef d'orchestre, là. Okay. Donc, oui, je parle, mais je partage, je donne la voix aux étudiants. Ça peut être aussi à des conférenciers que je fais venir, des auteurs, ou bien mes étudiants de maîtrise et doctorat. Je leur dis, comme ça, vous allez vous pratiquer pour vos futures carrières, etc. Donc, je les mets vraiment à contribution. Et puis, en fait, on arrive au même résultat. Ils apprennent peut-être mieux quelquefois, parce qu'en plus, je crois que ça correspond davantage au système actuel au niveau primaire et secondaire. Moi, je l'ai fait parce que j'étais quand même obligée aussi de le faire, mais ça donne des séminaires très intéressants. Puis, qu'est-ce qu'on apprend rapidement en géopoétique? C'est de réciter des poèmes sur la géographie? Non. Je ne sais pas. Non, c'est pas intéressant du tout. comme mot. C'est la première fois que j'entends la géopoétique.
C'est beau. Non, c'est plutôt... Alors, c'est un champ de recherche et de création. Il y a les deux, la recherche et la création, où on essaye de repenser notre rapport à la Terre, de peut-être réinventer, dans certains cas, le rapport à la Terre. Donc, pour moi, ça a joué aussi, parce que c'est toute la dimension sonore du monde que j'ai pu aussi découvrir à ce moment-là. On a fait un atelier de géopoétique qui explorait la dimension sonore alors de la voix humaine, mais aussi de la forêt, des textes littéraires qu'on avait sous les yeux. Donc c'est un champ de recherche et de création qui essaye de mettre en relation la littérature avec le lieu, mais aussi les arts de manière générale. C'est pas juste la littérature, c'est beaucoup plus large. Donc il y a un peu de philosophie, un peu de géographie. Qu'est-ce que tu entends en regardant telle peinture, de l'art? Ben, la forêt, moi, la forêt... C'est plutôt le dehors. C'est vraiment géo, ça veut dire dehors. Ouais. C'est ça. Donc c'est un rapport au monde qu'on essaye de développer. Mais la forêt, c'est vrai que la forêt a un langage. La forêt, quand tu l'écoutes, longtemps, c'est le cycle des sons avec la lumière. Il y a comme une symphonie, toujours en forêt. C'est de toute beauté. Je voudrais vous amener ailleurs, parce que quand vous avez présenté votre histoire, Fred, je t'ai vu réagir assez fortement, là. C'est comme si c'était venu te toucher profondément. Puis je voulais savoir un petit peu, depuis ces années-là, comment les gens réagissent autour de vous? Est-ce que ça s'adapte? Comment on réagit? Est-ce qu'on est toujours effrayé? Ou C'est vrai, hein, c'est ça. Il y a beaucoup d'incompréhension jusqu'à maintenant. Et y compris pour des collègues que je côtoie depuis quand même 12 ans, 13 ans. Et pour donner un exemple, il y a des personnes qui me disent « Ah, ben ça y est, maintenant, tu as récupéré ta voix, c'est bien, c'est fini. » Non, c'est jamais fini. Hein. Puis je dis « Mais non, c'est pas parce que tu m'entends parler que ma corde vocale, tout d'un coup, n'est plus paralysée. Donc moi, je dois travailler, c'est un travail constant. Et puis, chaque période de la vie a ses difficultés aussi. En vieillissant, ça ne s'arrange pas en général, c'est plutôt le contraire. Donc... effectivement, les réactions, c'est soit on évite de me parler parce que... On ne veut pas te faire forcer des fois, peut-être c'est une question aussi ça va être difficile, on ne veut pas abuser. Ouais. OK. Je suis beaucoup plus silencieuse que je ne l'étais. Et puis, il y a aussi des contextes, un endroit où il y a beaucoup de bruit, je ne peux pas parler, puis les gens ne comprennent pas, ils disent « Mais oui, mais tu parles ». Oui, mais là, il y a beaucoup de bruit, donc ma voix ne peut pas porter. Donc, il y a beaucoup d'éléments que les gens ne comprennent pas et ne mesurent pas non plus la difficulté, je pense. Parce que des fois, il y a des gens qui disent, je sais pas, c'est pas méprisant, mais qui disent, non, mais parle, je t'entends pas, let's go. C'est comme un handicap, mais c'est... c'est un handicap. C'est ça. Mais ce n'est pas reconnu. Non, c'est ça. Voilà. Puis il faut que tu réexpliques à chaque fois l'histoire. Oui. Des fois, je réexplique. Des fois, c'est ça. Je dis rapidement, quoi, disons. OK. Parce que là, sinon, c'est ça. Puis est-ce que ça... est-ce que ça évolue ou ça s'étire? Je veux dire, le temps de disponibilité de ta voix, 2-3 heures par jour? C'est-tu avec l'entraînement, ça continue? Ça, c'est-tu dans le positif toujours plus longtemps? Ou c'est comme, tu as un plateau, puis tu apprends des nouveaux sons, je sais pas. Non, il y a des périodes, et puis après un certain temps, c'est une question d'endurance. Là, je ne peux pas aller trop loin, ou je dois me reposer parfois. Mais en même temps, j'arrive à vivre avec. Hein. Oui. Bravo. Non, mais parce que j'ai décidé d'en faire plutôt... une force. Une force. Vous aviez écrit un livre sur votre nouvelle méthode pédagogique. Donc, tu sais, c'est révolutionnaire. Je pense que c'est devenu une force. Je pense que... Ouais, en fait, mon livre, c'est pas sur les méthodes pédagogiques. Ça, j'en parle pas, en fait, dans le livre. C'est plutôt un témoignage de ce que j'ai fait quand j'ai perdu la voix. Et puis, je me suis dit, il y a certainement d'autres personnes à qui ça arrive. Ouais. Et puis, tout le monde le vit à sa façon. Et pourquoi ne pas présenter toutes les découvertes aussi que j'ai faites
Donc ça m'a amené, par exemple, à travailler sur la dimension sonore, alors que je n'avais jamais prêté Pas attention d'intérêt avant. tant que ça, OK. Je me suis intéressée à la voix et puis à la manière dont la voix, en fait, au rôle que joue la voix aussi entre Dans nous, une dans vie, une vie, ouais. dans une société. Et puis, je me suis dit aussi, c'est l'occasion peut-être de parler de comment on prend soin de sa voix, ça m'est jamais arrivé avant à la tête. Et pourtant, comme beaucoup de collègues, à la fin de la session, j'avais une extinction de voix. C'était classique. Il y en a beaucoup de professeurs à l'université. On arrive au mois de décembre, là, extinction de voix, une semaine d'absence. Bon. Et puis, pour nous, c'était normal. J'avais une voix aussi assez, disons, pas très forte avant. Et un peu comme les autres intervenants, je n'étais pas très à l'aise en public avant non plus. Donc, c'est aussi quelque chose qui se travaille. Mais après, maintenant, je me dis, mais ces extinctions de voix, là, c'est pas normal. Ça n'a rien de normal. C'est aussi en écoutant les balados. Et j'en parle à mes collègues, mais on dirait qu'il manque quelque chose dans la formation de l'enseignant, y compris à l'université. On a beaucoup de recherches, on est des chercheurs, mais on n'a aucune formation, ni pour la pédagogie, ni pour la voix. Donc, à mon avis, ça devrait être intégré. Et puis, les gens devraient penser davantage à leur voix, à prendre soin de leur voix. Donc, c'est un outil d'enseignement super important. Et Devant une classe à tous les jours. Je pense aux gens dans les écoles primaires ou secondaires, là, autres que l'université. Des fois, des chargés de cours, c'est peut-être quelques heures par semaine. Mais quand tu es là, devant une classe en performance de 8 heures le matin à 3 heures, puis tu parles beaucoup, oui, tu fais une dictée, il y a des travaux, mais c'est un outil super important. Oui, d'où l'importance d'avoir ces réflexions-là, d'avoir les réflexions qu'on fait. Puis, ça a été très pertinent, votre discours. Madame Bouvet, je vous remercie vraiment beaucoup. Fred, je te remercie de ta vulnérabilité dans ton émotion Là, je suis vrai, face à ce témoignage-là. C'est un livre qui nous parle. Oui. Oh. Oui. Mais je n'ai pas parlé du silence. Il faudrait en parler aussi un jour. On écrira un autre livre. Ça va être facile de faire le podcast, Oui. gars, ça va être comme... Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et prenons Plaisir. soin de nos voix pour les garder en santé le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Bien, je suis certaine, Fred, que tu vas t'intéresser à notre potin vocal scientifique cette fois, parce que je suis... Je suis toujours intéressé. Toujours. On apprend. Donc, me revoilà pour le potin scientifique. C'est à toi, Ingrid, vas-y. Le potin scientifique vocal. Donc, ici, on a une histoire à nouveau qui soulève tout un tas de choses intéressantes qui sont en lien avec des recherches qui se font sur le plan de la voix. Mais premièrement, c'est une personne qui est professeure d'université, mais on a évoqué le rôle de l'enseignant de manière générale et puis l'importance de la voix dans, je dirais, l'entreprise didactique, donc d'apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, déjà, un premier fait scientifique, c'est effectivement que les enseignants, ce sont des personnes qui sont à risque de, entre guillemets, perdre leur voix. Ici, c'est particulier dans le cas de Madame Bouvet parce que c'est en lien avec une paralysie. Ça, c'est vraiment très unique. Mais de manière beaucoup plus générale, un enseignant sur deux va avoir une perte de voix pendant son parcours, liée tout simplement à une méconnaissance de comment est-ce qu'on prend soin de sa voix. Donc, des gestes de base de comment prendre soin de sa voix. Donc, premier petit fait scientifique. Mais moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est que quand on se dit on enseigne, on pense que le rôle d'un enseignant, souvent, c'est de transmettre une information. On va juste simplement transmettre des informations. Puis, si on les dit de manière suffisamment intelligible, le cerveau de la personne qui l'entend, elle va recevoir l'information. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend de l'émotion, ça prend quelque chose. Ça prend de l'émotion et ça prend un lien. Oui. Et ça prend un lien de confiance. Et notre voix va transmettre un degré de confiance. Donc, la qualité de notre voix va dire à notre interlocuteur si oui ou non on est une personne fiable. Donc, avant même d'écouter vraiment le contenu de ce qu'on dit, la personne, elle va écouter est-ce que toi, t'es fiable ou t'es pas fiable. Et
quand on a un trouble de la voix ou une voix qui est atypique, mais justement, ça va diminuer notre degré de fiabilité. Et donc, il y a une étude, par exemple, qui est amusante parce qu'elle part d'une phrase qui est complètement... d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vrai ou non. L'éléphant est le seul mammifère qui peut sauter. Là, ça dépend qui le dit. OK, moi, Mais je le dis, mettons, l'éléphant... Toi, tu le dis, tu vas déjà être plus fiable que moi parce que tu as une voix qui est identifiée comme une voix d'homme. Donc déjà, sur le plan social, tu as plus de crédibilité que moi. Le voix d'homme est plus crédible que la femme Absolument. pour dire quelque chose. Donc maintenant, moi, je vais dire l'éléphant est le seul mammifère qui a sauté. Il y a moins d'auditeurs qui vont nous croire. Mais non, mais que quand toi, tu viens de le dire. Pour vrai. Ah ben non. Eh bien non. Donc ça, il y a des études qui le montrent. Parce que, parenthèse, il me semble qu'il y a plus de femmes professeurs. Totalement, mais la voix masculine va induire plus de confiance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va demander des femmes qui parfois lisent les nouvelles? C'est d'aggraver leur tonalité de voix. Donc si moi je dis les éléphants sont les seuls mammifères qui sautent, ça va être plus crédible. Voilà. Mais si on rajoute à la voix féminine en plus une pathologie vocale ou une atypicité vocale qui est de l'ordre du souffle ou de la rosité, eh bien, le degré de confiance va encore diminuer et puis ça peut avoir un réel impact sur les apprentissages des élèves. Puis, je trouvais que c'était admirable d'entendre ici une stratégie de justement se dire, finalement, je ne suis pas la seule voix à pouvoir transmettre de l'information. C'est plus facile, évidemment, au niveau universitaire d'organiser pour avoir cette symphonie de voix et cette toile où on tisse les différentes voix. Donc, c'était une stratégie vraiment intéressante. Mais voilà. Je vais aller chercher mon éléphant. Oui, et puis on vérifie tout ça. On va bien. Merci. Merci beaucoup. Et si on parlait voix? Parlons voix. 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 Parlons voix.